Journal intime d'une victime, c'est ce que j'ai décidé comme titre pour cette vidéo. Pour moi, le terme de victime n'est pas un terme galvaudé. Une victime, pour moi, c'est une personne qui vit des choses sans son consentement. Et là, ici, on va parler de situation euh, d'une personne qui subit de la manipulation, de la dévalorisation et un contrôle émotionnel. Si je vous parle de ça, c'est que cette victime, ça a été moi. Pourquoi je décide de vous raconter ma vie? Tout simplement parce que cette vie, vous allez peut-être reconnaître que c'est la même que la vôtre. Euh, j'ai vécu en fait une relation pendant très longtemps avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. J'avais à peine 20 ans. Euh, je le voyais comme un bad boy, comme un homme qui avait été blessé par la vie. Il était musicien, il était intelligent. Moi, j'étais à l'époque dans une période de manque de confiance en moi et son charisme et son côté séduisant me faisait craquer. Et j'étais à la fois quelqu'un d'empathique et je ne savais pas encore à l'époque que j'étais HPE, mais je sortais surtout d'une relation difficile. J'avais besoin en fait de me sentir aimée. J'avais besoin de me sentir valorisée. J'avais besoin de me sentir euh, mise en avant par quelqu'un. Et donc, cette histoire, vraiment, elle est partie de tout ça. En fait, lui, il a réussi à m'attraper, comme je dis, tout simplement en me flattant. Et ça m'a énormément séduite. Euh, il avait vraiment mis en place tout un stratagème qui faisait qu'au fur et à mesure des mois, des jours, des semaines, en fait, je tombais vraiment sous son charme. Et en fait, ça a été vraiment tout un processus que j'ai décortiqué pour vous et qu'il est important de retenir. Ça doit être vraiment des signaux d'alerte dans vos relations futures ou présentes qu'il faut vraiment euh, prendre en compte et ne pas laisser passer. Déjà, pour commencer, il y a eu la première phase que moi j'appelle la phase lune de miel. Donc, cette phase, elle a duré à peu près un an. Pendant cette année, ça a été la période de séduction où il aimait beaucoup de choses comme moi. Il me faisait aimer des choses que lui aimait, que moi je n'aimais pas forcément, mais il me poussait à aimer ces choses-là. Et moi je me disais, oui, mais dans un couple, c'est normal, il faut faire des concessions. J'apprends, ça ne me dérange absolument pas. Et puis, au fur et à mesure de cette période-là, en fait, je suis tombée enceinte. Et là, ça a été la descente aux enfers. C'était vraiment le début de la page qui se tourne, du nouveau livre qui se crée et du film d'horreur qui commence, comme j'aime à le dire. Euh, par, Ça a commencé par l'isolement. C'était quelqu'un d'extrêmement jaloux. Je ne devais absolument plus parler à ma famille, je ne devais plus parler à mes amis, je ne devais plus parler à mes collègues, je ne devais écouter que lui. Toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient des personnes qui étaient pas forcément valorisantes pas pour moi et pas forcément bonnes pour moi. Donc, euh, donc il m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'éloigne de ces personnes-là parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour moi. Ça a été aussi euh, des crises à répétition à chaque retard. Savoir que moi je travaillais et que ben, s'il m'arrivait de finir en retard ou quoi que ce soit, je devais justifier absolument chaque minute de retard que j'avais parce que obligatoirement j'étais avec quelqu'un d'autre. Je n'étais plus libre de aucun mouvement. Je devais justifier tout ce que je faisais, où j'étais, quand j'étais, avec qui j'étais. Et si j'étais pas au travail, je devais être avec lui. Il y a eu aussi l'impossibilité de m'habiller comme je voulais. Donc, à savoir que là, j'ai perdu totalement ma propre identité. Il a fallu que je m'habille comme lui voulait. Quand c'était trop court, j'étais la pire des salopes. Et c'était ses termes. Quand c'était trop long, bah, j'étais habillée comme une mamie.
Et dans tous les cas, dès que c'était un petit peu sexy, euh, je me transformais en la pire des traînées. Et j'ai encore la gorge serrée aujourd'hui à vous en parler parce que c'est des faits qui sont bien cicatrisés, mais c'est jamais agréable de parler de tout ça. Euh, donc c'est vraiment une période en fait où il y a eu du montage de crâne, où il m'a retourné le cerveau, comme j'aime à le dire, en me faisant vraiment penser qu'il était la personne parfaite pour moi, que c'était mon idole, que qu'il voulait être mis sur un piédestal et devait être le centre de mon attention. Je devais absolument tout faire pour lui et de façon à ce que tout se passe bien entre nous. Ça a été une vie sexuelle absolument dark parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir le contrôle, de tout le temps prendre possession de l'autre. Euh, il devait vraiment euh, être limite violent et avoir toujours le dessus sur moi, à avoir des pratiques sexuelles qui, avec consentement, sont extraordinaires, mais sans consentement, qui sont déjà un peu plus délicates. Euh, il a été aussi, au fur et à mesure du temps, d'une violence verbale extraordinaire, des insultes à répétition, des meubles qui passent par la fenêtre, des téléphones explosés. Au moment du Nouvel An parce que je recevais des textos de personnes qui m'avaient fait effacer. Sauf que bah, maintenant que les contacts étaient effacés, évidemment que je ne pouvais plus savoir qui c'était. Il y a eu vraiment des périodes très très dures comme ça. Mais à côté de ça, hein, comme j'étais quelqu'un qui manquait absolument de confiance en elle, dès qu'il me disait euh, mais, euh, mais je t'aime, mais t'es une femme extraordinaire, mais je n'ai Dieu que pour toi, tu es la plus belle, etc., etc. Et ben moi, je tombais dans le panneau et au final, tout ce qu'il me disait de méchant était effacé par ces quelques mots. C'est vraiment important de mettre le doigt là-dessus parce qu'on se demande beaucoup, euh, mais comment t'as pu ne pas t'en apercevoir, comment t'as pu laisser passer ça? Et j'aime comparer cette relation à une femme qui est battue, en fait. Elle se prend le premier coup. Après, l'homme lui dit, non, mais je suis vraiment désolée, promis, je recommencerai plus jamais, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste, elle espère qu'il va changer et elle se prend le deuxième, etc., etc. Alors attention, moi, je n'ai eu aucune violence physique. Euh, il a essayé une fois, mais je pense qu'il a compris que c'était même pas la peine. Mais par contre, les violences psychologiques font autant de mal qu'une gifle, je peux vous le garantir. Euh, Après, il y a eu cette phase de culpabilité où j'étais la source de tout son malheur. Tout était de ma faute. Il était fatigué quand il rentrait du boulot. J'avais pas fait le ménage. Qu'est-ce que j'avais foutu? Alors que j'étais en repos, j'étais en congé. Avec qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Etc., etc. Il y a eu euh, cette phase où je me suis rendu compte que mon empathie, en fait, elle prenait absolument toute la place dans mon être à moi et j'en étais arrivée à être une véritable potiche, à faire tout ce qui lui plaisait, pour justement éviter les disputes, éviter les insultes, éviter la violence matérielle qu'il y avait autour de nous, protéger mes enfants. J'en étais arrivée à ça. Il avait même réussi à m'amener voir un psychiatre qui m'avait gentiment mis sous régulateur d'humeur en pensant que j'étais devenue complètement folle, avec ses propres termes à lui, en expliquant en fait comment j'étais devenue sans contrôle, à vouloir partir, à vouloir me réaffirmer. Ben, j'ai fini avec des régulateurs d'humeur qui, euh, qui en fait ont permis à ce que je devienne comme ces plantes, complètement posée et sans vie. Tout simplement parce que ben, je souriais plus, je pleurais plus, je ressentais absolument plus rien. J'étais devenue un robot. Un robot à qui on dit lève-toi et fais, et ne réfléchissait plus et se levait et faisait. Et
Et j'étais intimement persuadée au fond de moi que je pouvais l'aider, que c'était quelqu'un de mauvais, mais c'était une personne mauvaise, mais à côté de ça, je pouvais l'aider, qu'avec mon aide, il allait arriver à changer, que j'allais arriver à le sauver et lui faire prendre conscience que c'était une mauvaise personne et que la façon dont il se comportait, c'était pas normal. Mais bon, c'était peine perdue. Tout ça, ça m'a rendue complètement dépendante en fait. Quand on parle de dépendance affective, c'est justement ce qu'il crée. Il crée une forme de dépendance qui font que nous avons besoin d'eux. Une sorte de drogue, de dopamine qui permet en fait à notre cerveau d'être heureux. Alors que c'est totalement faux. Mais ce montage de cerveau fait que la dépendance affective, elle se crée. De toute façon, on est arrivé, on est toute seule. On n'a plus personne. Donc si on n'a plus eux, on n'est plus rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est là où on commence vraiment à toucher le fond, réellement. C'est c'est une phase qui nous permet en fait qui nous, oui, qui nous permet de douter. On doute complètement de nous-mêmes, de qui on est, de notre propre réalité. Est-ce que c'est nous, le problème ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est pas nous qui créons cette situation? Est-ce que c'est pas nous qui sommes folles? Et j'avais plus de liberté financière parce qu'on avait fait un compte commun et parce qu'évidemment, chaque centime que je dépensais devait être justifié euh, si ce n'était pas prévu. Euh, donc ça, c'était juste impossible. Plus de liberté, ni familiale ni amicale, parce que de toute façon, j'avais pas le droit de sortir sans lui. Euh, Tout ça m'a vraiment en fait amené à moi qui n'avais déjà pas énormément confiance en moi, à perdre une totale estime de moi, où je m'étais complètement perdue, où euh, mes sentiments étaient arrivés à être confus et j'étais en pleine phase de désespoir. Euh, Au moment où j'ai ouvert les yeux, 13 ans plus tard, et deux enfants, en fait, notre deuxième fille venait tout juste de naître, où là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est plus possible. Je suis arrivée vraiment à un moment donné de ma vie. J'avais un peu plus de 30 ans et je me suis dit non, je veux plus vivre ça. J'ai réussi à partir. Ça a été un long chemin pour moi de réussir à partir. Et j'ai pris mes enfants sous le bras pour les sauver parce qu'elles ne pouvaient pas grandir que dans un environnement comme celui-là. Ça a été le déclic, en fait, vraiment, mes enfants, en me disant, je ne peux pas permettre à mes, quoi, je ne veux pas permettre à mes enfants de grandir dans un environnement aussi toxique où elles vont avoir comme référence des parents qui sont sans arrêt en train de se disputer, une mère qui est totalement rabaissée. C'était des filles, donc c'était pour moi inconcevable de les faire grandir avec cette idée qu'une femme est une potiche qu'on pose dans un coin et qu'il faut qu'elle fasse absolument tout ce que l'autre veut. C'était juste impossible pour moi. Euh, et donc j'ai dit, bon, c'est bon, je trouve un appart et le jour où il est au travail, je déménage tout, je m'en vais. Évidemment, moi je suis partie, j'avais plus grand-chose à moi. J'avais plus grand-chose à moi, donc on a été un peu en mode camping pendant des mois. Mais c'est pas grave, j'étais toute seule, j'étais avec mes filles, c'était difficile, mais c'était pas impossible. Donc on a recréé notre vie comme ça. J'ai voulu me faire accompagner, j'ai voulu me faire aider par des professionnels de la santé. Parce que j'étais à un point où j'avais touché le fond et je n'arrivais plus du tout à remonter. Euh, je ne savais absolument pas quoi faire en ce qui concerne l'estime de moi-même, ma confiance, mes capacités à reprendre goût à la vie, etc., etc. Refaire confiance aux autres, aux hommes en particulier. Et en fait, je me suis confrontée à des murs.
Des psys qui me font parler pendant 2 heures. Alors oui, certes, ça soulage, c'est agréable. On vide son sac et on est bien après. Sauf qu'après, une fois qu'on est rentré chez nous, bah, les problèmes reviennent. Et quand je leur demandais s'ils avaient vécu ces choses-là, non. Bah, écoutez, madame, on va vous emmener voir un psychiatre. Mhm. Un psychiatre, oui, un nouveau, hein, parce que l'autre m'a mis sous régulateur d'humeur, donc un autre, qui me dit, oui, bah, vous êtes en pleine dépression, madame, donc on va vous donner des antidépresseurs. Mais non. Non, 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 en fait, je ne veux pas me shooter pour oublier. Moi, ce que je veux, c'est guérir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de personnes qui étaient dans le cas, dans mon cas, qui avaient vécu ça. À l'époque, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Et, euh, et là, ça a été vraiment le long chemin d'apprendre à se reconstruire toute seule. Ça a duré très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et en fait, j'ai fait le choix d'apprendre, d'apprendre par moi-même, en fait, comment guérir les autres pour pouvoir me guérir moi-même. C'est comme ça que je suis devenue thérapeute et coach. Euh, Thérapeute vraiment spécialisée dans les relations toxiques, parce qu'il y en a de plus en plus et je refuse catégoriquement que n'importe quelle femme, en fait, subisse les traumas et les conséquences d'une relation pareille. Pour moi, c'est inconcevable. Toutes les femmes doivent être des superwomen qui kiffent leur vie au plus haut point. Une vie, on n'en a qu'une. Et pour moi, c'est devenu psychologiquement impossible de penser qu'il y a encore des personnes, des femmes qui ont le courage de partir, mais qui restent en fait dans cette phase où demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, et qui en fait passent leur vie et se réveillent un jour à 50 ans, 60 ans, en se disant, mais j'ai jamais été heureuse. Je pars du principe que moi, je vais être couchée sur mon lit de mort en me disant que j'ai kiffé ma vie et que je peux partir. Parce que j'ai kiffé ma vie. Euh, Ce chemin, il est pas facile. Il est semé d'embûches. Les traumas du passé, s'ils sont pas guéris, ils reviennent tout le temps. Que vous fassiez de la sophrologie, que vous fassiez de l'hypnothérapie, en fait, vous allez euh, mettre un pansement sur la blessure, mais à un moment donné, le pansement, il va se décoller et la blessure, elle va revenir et le trauma, il va ressurgir et automatiquement, vous allez redevenir malheureuse. Euh, on soigne pas un cancer du cerveau avec des Doliprane. C'est pas possible. Ou on soigne pas une migraine, c'est un peu moins dur, une migraine avec des Doliprane. Ça va soulager un petit peu, mais ça va pas guérir le problème. Si les migraines, elles reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a un problème. C'est ce problème-là qu'il faut régler. C'est comme si vous construisiez une maison. Votre vie, c'est une maison. Vous mettez les murs, le toit, etc., etc. Mais les fondations, elles sont pas bonnes. Vos murs et votre maison, elle tiendra jamais debout. Jamais. Parce que les fondations de votre vie ne sont pas bonnes. Donc, aujourd'hui, je dis quoi? C'est vraiment devenu ma mission de vie de d'accompagner comme ça parce que bon, c'est devenu catégorique, hein, je crois qu'on l'a compris. Je ne supporte pas ces personnes-là. Malheureusement, en France, on est très mal. Quoi, c'est une maladie entre guillemets qui n'est pas reconnue. Pas encore. On est à des années-lumière d'autres pays et aujourd'hui, les victimes, elles, euh, elles osent même pas dire qu'elles sont des victimes. Parce que victime, c'est un gros mot. Victime, c'est être faible. Victime, euh, c'est dire que on a succombé. Mais c'est comme pervers narcissique. C'est des termes qui peuvent paraître tellement galvaudés aujourd'hui, mais il faut appeler un chat un chat. C'est ça. Donc, il y a le manipulateur, il y a
il y a les bourreaux, il y a tellement de facettes de personnalité qui peuvent être décrites dans cette personne. Ils ont tellement de vices et ils se servent de nos failles et nos traumas pour se nourrir, tels des vampires se nourrissent de sang. C'est pareil. Sauf que si vous les guérissez pas, ces failles, si vous n'allez pas au bout, en fait, vous allez attirer que des personnes comme ça, tout le temps, toute votre vie. Euh, et c'est pour ça que moi je fais ce boulot-là, parce que je suis pas féministe, mais un peu. Et je pars du principe que toute vie mérite d'être vécue. Et que tout ce qui nous arrive nous apprend quelque chose. Et que si on l'a vécu, c'était pour apprendre de nous-mêmes. Et que maintenant qu'on l'a vécu et qu'on sait qui on est, et ben on n'a plus qu'à kiffer. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, après-midi, comme vous voulez, suivant l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Et à bientôt pour une prochaine.